l'armée et du travail accommoder leur vie avec le libertarisme que ce courant hippie contient et qu'il répand sans véritablement faire de discours, mais juste en s'affichant et en s'exhibant un petit peu dans les rues. Et peu à peu vont accommoder leur vie avec le libertarisme que ce courant hippie contient et qu'il répand sans véritablement faire de discours, mais juste en s'affichant et en s'exhibant un petit peu dans les rues de nos villes. Et que se passe-t-il derrière tout ça? Eh bien, à partir des années 70 et 80, tous les États occidentaux sont touchés par non seulement des revendications sociales extrêmement fortes, avec énormément de tensions sociales dans les années 70, on a vu par exemple les brigades rouges et puis les mouvements de grève énormes qu'il y a eu en Italie, ça c'est l'extrémité, mais également l'automne chaud en Angleterre, avec des blocages complets aussi bien des mouvements des routiers, des transports, des mines, donc toute une série de conflits sociaux très très forts dans les années 70, et puis de plus en plus de revendications sociétales, avec l'émergence des mouvements pacifistes, l'émergence des mouvements régionalistes au Pays Basque espagnol, en Corse, en Bretagne, dans les Flandres belges, en Écosse, en Irlande. Émergence ou réémergence de ces mouvements-là. Émergence aussi de revendications sur le plan du féminisme, de l'avortement, revendications sexuelles aussi et de reconnaissance des droits des homosexuels. Bon, tout un ensemble de revendications qui créent un effet, si vous voulez, de conflit un peu permanent et larvé dans la société. Derrière tout ça, à quoi aboutit-on? C'est durant ces années qu'on est passé de l'époque dite moderne à l'époque post-moderne. Quelle est la différence? L'homme moderne, qui était, on va dire, la génération des gens qui sont nés avant-guerre, c'était un homme rationnel, un homme qui était tout à fait adapté, par exemple, au capitalisme industriel, c'est-à-dire qui était tout à fait capable de concéder de lui-même une part des fruits de son travail à ses employeurs, tout simplement parce qu'il y trouvait une sécurité ou peut-être même de meilleures rémunérations, qui était capable de concéder de lui-même et tout à fait volontairement une part de sa liberté individuelle à l'État pour assurer d'autres services. Derrière, c'était un homme confiant qui voyait l'avenir positivement et qui était prêt à des sacrifices pour, je dirais, améliorer sa condition et qui avait confiance dans les services de l'État et de l'entreprise. Pour cela, l'homme postmoderne, c'est un individu de défiance qui n'a plus du tout confiance ni dans le progrès, ni dans l'État, ni dans l'entreprise, et qui revendique, si vous voulez, la reconnaissance de son mode de vie au niveau de l'État. Voilà. Et à ce niveau-là, il y a un changement complet qui ensuite s'imprime dans la société, au niveau économique et au niveau politique. Alors, au niveau économique, que se passe-t-il? Eh bien, tout simplement, les vagues de révolte ont fini par amener ou amplifier la vague de délocalisation vers le tiers-monde, c'est-à-dire que le conflit s'est soldé finalement par une fuite des industries du continent européen ou nord-américain. Et au niveau politique, on a une très grande fragmentation du corps électoral et une poussée de l'abstention. Donc le citoyen occidental, l'homme postmoderne, ne croit plus ni dans l'État, ni dans les entreprises, ni dans les institutions, ni dans les religions, les grandes religions. Il est sceptique et il est replié sur ses propres désirs, sa propre envie de vivre sa vie à sa manière. Pourtant, l'homme a quand même besoin d'une sociabilisation. Et bien l'homme postmoderne va la trouver, non plus dans le cadre des grandes institutions, des partis politiques, etc. Il va se sociabiliser sur la base de ce que j'ai appelé dans mon livre les néo-tribus. C'est-à-dire, c'est des tribus, c'est où les gens se retrouvent entre eux avec des codes bien particuliers. Mais la différence avec les tribus anciennes, c'est qu'elles ne sont pas imposées aux personnes. Ce sont les personnes qui choisissent de les créer et d'y se retrouver. Alors, qu'est-ce que ça peut être ces tribus? Ça peut être
des fan clubs de grands sportifs, ça peut être des clubs de danse disco latino, ça peut être des clubs de réflexion politique également, ça peut être tout un tas de choses en fait. Et les gens se regroupent beaucoup par rapport à ça. Et dans le cadre de ces tribus, le plus important, c'est d'avoir une empathie entre les gens de la tribu, de se retrouver entre soi et, si vous voulez, de passer du bon temps et d'avoir une forme de jouissance avec une empathie entre les gens de la tribu. Et le marketing va s'engouffrer dans cette tendance avec la constitution de ce qu'on appelle des produits totems qui vont être particulièrement conçus pour répondre aux attentes de telle ou telle tribu. Alors, je vais prendre quelques exemples, je ne sais pas si on peut faire de la publicité à ce niveau-là, mais par exemple, on va dire qu'Armani, c'est un peu le couturier des bobos de la finance, Smart, c'est un petit peu la voiture pour les jeunes urbains, vous voyez, Chanel, c'est un petit peu toujours la panoplie un petit peu des dames d'un certain rang. Ernest, c'est la marque préférée des jeunes de banlieue. Donc, on organise, la société marchande va s'appuyer sur ces néo-tribus pour vendre des produits totems qui vont satisfaire les besoins de la société actuelle. Au niveau politique, la grande évolution, c'est qu'aujourd'hui, l'électorat ne se divise plus totalement en classes sociales, par exemple, comme ça pouvait être le cas dans les années 50, mais sur la base de ces néo-tribus et de ces reconnaissances. On peut dire par exemple que les courants de centre-gauche, comme par exemple les démocrates américains ou le Parti socialiste en France, se sont beaucoup appuyés sur la défense des droits des minorités. Et quand on dit minorités, on dit à la fois les minorités ethniques, mais également les minorités sexuelles, tout type de minorités qui ont un besoin de reconnaissance de droits, pour la jeunesse des banlieues également, pour asseoir un électorat qui va être composé de la défense des intérêts ou des revendications d'un certain nombre de tribus. Et on va agglomérer ces tribus-là pour constituer un socle électoral nécessaire pour gagner les élections. Voilà. Le tout dans un climat de grande défiance vis-à-vis d'institutions qu'on ne reconnaît plus véritablement comme un élément moteur du progrès, mais plutôt que l'on voit comme un outil pour essayer d'obtenir la reconnaissance et les droits que l'on réclame. Voilà. Donc, de tout ça, il en résulte que l'Occident aujourd'hui est une civilisation extrêmement fragmentée, ou émiettée en des myriades de micro-tribus qui se confrontent, qui s'affrontent. On l'a vu par exemple lors du débat sur le mariage pour tous, à quel point la société était divisée entre des tribus différentes et peut-être même antinomiques parfois, mais qui arrivaient à se regrouper d'un côté et de l'autre pour défendre les droits des homosexuels ou au contraire les rejeter. Donc on se retrouve dans des sociétés de plus en plus fracturées, émiettées, qui au final n'ont plus de ressort, qui n'ont plus forcément la capacité à se rassembler autour de valeurs essentielles et défendre les intérêts des pays et des nations qui composent l'Occident. Et ça participe grandement au déclin de la civilisation occidentale que j'avais déjà analysé par ailleurs dans Vers la chute de l'Empire occidental.